Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je disais donc il y a un instant au sujet du contrôle continu que la semaine prochaine, donc les 2 heures seront occupées par un exercice. Vous aurez un texte et puis 20 petits passages soulignés, parfois un mot, parfois tout un groupe de mots. Alors je vous le précise bien, ce qui est attendu, ça n'est pas l'analyse interne, le détail de l'analyse de tout ce qui va être souligné, mais l'analyse globale. C'est-à-dire, si vous avez un long groupe nominal, ce qui m'intéresse, c'est que vous disiez c'est un groupe nominal de fonctions sujet ou de fonctions COD, mais pas que vous entriez dans le détail du groupe nominal et que vous fassiez l'analyse. Hein. Par exemple, il pouvait y avoir, je sais pas moi, si on imagine une phrase au hasard, une fenêtre qui est particulièrement sale et à travers laquelle on ne voit rien a été cassée. Bon, tout depuis le début, la fenêtre jusqu'à rien, et je fais l'analyse en disant que c'est un groupe nominal, sujet de est cassé. Point. Hein, ce n'est pas la peine d'entrer dans le détail de l'analyse interne. Ça, ce sera une possibilité plutôt pour le deuxième contrôle continu, où je vais avoir un barème de notation un petit peu différent, où le but sera non seulement de donner l'analyse de départ nature-fonction, en gros, hein, nature-fonction de l'ensemble, et je mets des points de bonification si vous faites des remarques complémentaires sur l'analyse interne. Mais là, non, là on fait le truc basique, c'est un premier petit contrôle continu. On analyse, quand je dis analyser les éléments soulignés, c'est nature, fonction. Bon. S'il y a il se peut qu'il y ait que l'exemple soit choisi parce qu'il est un peu limite, etc. Donner une explication complémentaire, hein, bien sûr. Il ne faut pas juste dire nature, fonction. Il faut expliquer si c'est nécessaire. Mais ce que j'attends et ce que je vais évaluer, c'est ça. Alors, vous aurez le sujet sur 2 feuilles. Enfin, c'est-à-dire, il y aura le texte sur la première feuille et puis sur la première feuille, à la suite du texte et sur la deuxième feuille, je vais écrire un peu comme je crois j'avais fait pour le petit test de rentrée, chaque élément à souligner sera écrit de sorte que vous écrivez sur la feuille qu'on va vous donner et vous n'avez pas besoin d'un autre papier, juste du brouillon si nécessaire, mais il faudra rendre la feuille sur laquelle il y aura le sujet. Hein. Et puis, dernier élément d'information, c'est une de mes doctorantes et qui est aussi chargée de cours en licence, Aglaya Tricca, qui va faire la surveillance de ce contrôle, parce que je suis en colloque à Bordeaux ce jour-là, et donc ça tombait bien, c'est elle qui fera la surveillance, qui va récupérer. Bon, s'il y a des difficultés, s'il y a des questions auxquelles elle ne peut pas répondre, mais normalement, il n'y a pas de raison. Elle m'enverra un SMS, je pourrai répondre. Enfin, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, vous avez 2 heures. Si vous avez fini avant 2 heures, vous partez. Mais je pense que ça tient largement. Hein. Je veux dire, 2 heures, je pense que vous avez largement le temps de bien réfléchir. Pas de questions ? Ok. Alors, je reprends donc là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, on avait parlé du niveau de la proposition, hein, et de la distinction entre les 2 types de phrases simples, phrases complexes, et puis à l'intérieur des phrases complexes, des 2 types de phrases complexes, les phrases complexes par subordination et par coordination ou juxtaposition. Et puis, je vous avais montré à partir d'un exercice comment on peut représenter, visualiser en quelque sorte le système d'inclusion qu'on a dans les subordonnées et qui est totalement différent du système d'avoir des propositions exactement sur le même plan dans le cas de la juxtaposition ou de la coordination. Ensuite, on avait abordé la question des types de phrases. Donc type déclaratif, interrogatif, impératif, qui sont des types pragmatiques, qui sont obligatoires et qui ne sont pas compatibles, et qu'on oppose traditionnellement aux formes de phrases, dont les principales, les plus simples sont la forme négative, la forme passive, la forme exclamative,
qui elles sont facultatives, à la différence des types de phrases, les formes de phrases sont facultatives et elles peuvent être combinées. Hein. On peut avoir une phrase qui est à la fois négative, exclamative, voire négative, passive, exclamative. J'avais ajouté, pour préciser un peu l'analyse, la forme emphatique, avec ces deux possibilités d'extraction, de détachement et de combinaison d'extraction et de détachement. Et enfin, la forme impersonnelle. Ensuite, j'avais donné quelques précisions complémentaires sur la négation, hein, avec négation totale, négation partielle. On avait vu aussi donc la négation exceptive, et puis le cas un peu spécial du ne explétif. Et nous avions terminé cette partie sur les phrases avec les phrases atypiques. Hein. Donc les phrases, soit les phrases non verbales, soit les phrases elliptiques, soit les mots-phrases. Alors, il nous reste à aborder deux chapitres qui au fond, ont l'air longs comme ça, mais en fait, on a déjà dit beaucoup de choses sur les natures de mots, mais on va continuer, et puis il y aura un cours sur les subordonnés. Donc, sur les natures de mots, j'avais commencé avec le nom, en distinguant les noms propres, les noms communs, les noms d'être animés ou non animés. Et dans le groupe nominal, j'avais commencé à traiter la question du déterminant avec en particulier le cas des deux articles définis et indéfinis que j'avais éclairé du point de vue sémantique à partir de la notion d'extensité, hein, opposée à l'extension. Donc on avait vu que ça c'est une notion importante, en particulier pour comprendre ensuite le rôle des extensions nominales. L'extension d'un nom ou d'un concept, hein, c'est l'ensemble de tous les êtres ou objets auxquels le nom est applicable. Et on voit que l'extension peut être d'un nom comme véhicule est plus grande que l'extension du nom voiture qui est elle-même plus grande que l'extension du nom, de SUV, de la catégorie ou du SUV. Alors, ces variations d'extension-là sont dues dans ce premier cas de figure à des phénomènes lexicaux, c'est-à-dire j'ai un mot plus précis qu'un autre, hein, la voiture est un sous-type de véhicule, mais il existe des moyens grammaticaux pour réduire l'extension des noms, et ces moyens grammaticaux, ce sont les extensions du nom. En l'occurrence ici, l'adjectif, par exemple, voiture rouge, ça joue le même effet. La différence qu'il y a entre voiture et voiture rouge est du même ordre que la différence qu'il y a entre véhicule et voiture, par exemple, ou entre voiture et un sous-type de voiture. Et on avait vu, parallèlement, donc, ou par opposition, que l'extensité, qui est le concept utile cette fois-ci, non plus pour les extensions du nom, mais pour les déterminants, l'extensité renvoie à l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est appliqué. Hein. Donc là, c'est plus quantitatif, une notion quantitative. Donc on avait conclu que les extensions nominales jouent un rôle de régulation d'extension, tandis que les déterminants jouent un rôle de régulation d'extensité. Mais on va voir tout à l'heure qu'il y a un cas un peu particulier avec les possessifs, les déterminants possessifs et démonstratifs qui font les deux en même temps. Mais je passe pour l'instant. Alors j'avais aussi saisi l'occasion de vous présenter un schéma guillaumien pour, disons, éclairer un aspect de la sémantique des articles 1 et le. Et puis on s'était arrêté ici sur les formes contractées de l'article défini, où j'avais remarqué notamment que le problème avec D, hein, dans l'herbe des champs est verte, ce D qui est donc l'amalgame ou la contraction, si on veut, de de plus les, le problème est que l'article indéfini pluriel D qu'on va avoir dans, par exemple, des piles sont posées sur le bureau,
eh bien, on a le même mot, évidemment, pour deux structures complètement différentes, hein, puisque le D dans des piles sont posées sur le bureau n'inclut absolument pas une préposition, alors que l'herbe des champs, c'est l'équivalent de l'herbe de quelque chose, et ce quelque chose, c'est les champs. Alors, pour être complet sur la question de l'article, il y a un autre type d'article qu'il est important de connaître en français, c'est l'article partitif. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que ça oblige, c'est compliqué pour deux raisons. D'abord parce que ça oblige à distinguer différents types de noms, d'une part, et d'autre part parce qu'il y a un fonctionnement à deux niveaux, en quelque sorte, de l'article partitif. Alors, le premier point, c'est la distinction entre deux types de noms, les noms massifs et les noms comptables. Alors, les noms massifs, c'est ceux qu'on va avoir dans, par exemple, du pain, elle mange du pain, elle boit de l'eau, il boit de la limonade, etc. Eau, limonade, pain, ce sont des noms massifs, tandis que chaise, table, etc. vont être des noms comptables. Comment ça se traduit? Quelles sont les propriétés linguistiques de ces deux types de noms? C'est au fond assez simple. J'aurais dû d'ailleurs l'indiquer dans la diapositive, mais je ne l'ai pas fait. La première propriété pour les noms comptables, c'est qu'ils correspondent à des... Quand on dit d'ailleurs nom comptable, c'est une abréviation pour dire nom qui réfère à quelque chose qui est comptable. Hein. C'est la chose en réalité qui est comptable et on dit ensuite que c'est le nom, mais c'est quand même la chose. Donc, comptable, ça veut dire je peux les compter. Bon. Des chaises, je peux dire il y a 3 chaises, 10 chaises dans cette salle, je peux les compter. Oui. Les noms comptables ou massifs, suivant la phrase, donc on peut dire j'ai 3 pains. Oui, alors ça, on va y venir. Hein. C'est une remarque tout à fait juste, mais je vais suivre, vous allez voir le raisonnement. Mais vous avez raison, hein, il y a des cas où c'est plus compliqué. Mais d'abord, il y a des noms qui renvoient à des réalités qui sont elles-mêmes comptables ou pas comptables. Si vous avez de l'eau, par exemple, ou de la boue, d'accord, vous ne pouvez pas compter, vous ne pouvez pas dire il y a 2 boues par terre, il y a une boue ici et une boue là, enfin, vous ne pouvez pas compter. Alors qu'il y a 2 chaises, ça marche. Bon, ça c'est une première propriété. Est-ce qu'on peut les compter ou est-ce qu'on ne peut pas les compter? Il y a une deuxième propriété qui est plus importante, mais qui est un peu liée, c'est que quand vous avez un nom massif, une petite partie, le nom est divisible sans perdre son identité. La chose est divisible. C'est-à-dire que si vous prenez un tout petit peu de boue, c'est toujours de la boue. Si vous prenez un tout petit peu de pain, c'est toujours du pain. Si vous prenez un tout petit peu d'eau, c'est toujours de l'eau. Par contre, si vous prenez un morceau de chaise, c'est plus une chaise. Si vous prenez un morceau de table, c'est plus une table. Donc, les choses sont liées. C'est parce que, à partir du moment où le nom massif renvoie à une réalité qui est en quelque sorte globale, c'est-à-dire elle n'a pas de frontières délimitées, puisque un petit peu de cette notion massive, ça reste la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas la compter après. Donc, c'est une première étape. On va dire que les articles partitifs s'emploient avec les noms massifs. Il mange du pain, il boit de la limonade. Et dans les noms massifs, on va ajouter les noms abstraits, comme du courage. Un petit peu de courage, c'est toujours du courage. Bien. Alors, dans ce cas, on va avoir une sorte de répartition qui est la suivante. Quand j'oppose un nom clairement comptable, chaise, et un nom clairement massif, boue. Sachant qu'il y a des cas qui ne sont pas si clairs que ça, apparemment, comme l'exemple de pain. On peut dire du pain, mais on peut dire un pain. Bon, donc pourquoi? On va voir ça. Si je prends 2 cas assez peu contestables, disons chaise comme chaise et boue. Les 2 types de noms peuvent s'employer avec l'article défini, ça pose aucun problème. Hop là, pardon. Là, je suis allé trop vite.
les deux types de noms peuvent s'employer avec un article défini, ça ne pose aucun problème. La chaise est cassée, la boue vient de tes chaussures. Donc j'ai mis des plus. Par contre, avec l'article indéfini, ça marche avec le nom comptable, chaise, il y a une chaise dans ce bureau, mais ça ne marche pas avec le nom massif. Je ne peux pas dire il y a une boue par terre, je ne peux pas dire il faut un courage pour faire cela. Je peux dire il faut un courage extraordinaire, mais ce n'est pas la même chose. Donc, ce qu'on comprend quand on regarde ce tableau, c'est qu'au fond, c'est pour ça qu'on a besoin du partitif. Parce que, puisqu'on ne peut pas dire il y a une boue par terre, je me retrouve sans article indéfini pour les noms massifs. Donc le partitif sert d'indéfini pour les noms massifs. Et je vais dire il y a de la boue par terre, ou il faut du courage pour faire cela. Mais parallèlement, le partitif ne peut pas s'employer avec les noms comptables. Je ne peux pas dire il y a de la chaise dans cette salle, ou il y a de la chaise dans ce bureau. D'accord ? Donc on a là, en première analyse, un principe de répartition où je choisis le déterminant en fonction du nom. J'ai un nom, l'article défini, je peux l'employer avec les noms massifs et comptables. L'article indéfini, je ne peux l'employer comme indéfini que pour les noms comptables. Et le partitif me sert d'indéfini pour les noms massifs. D'accord ? Ça, c'est une première approche. Mais la chose est plus compliquée que ça. Parce qu'en réalité, ce qu'on peut constater facilement, c'est que le déterminant, le choix du déterminant peut changer le type de nom. C'est-à-dire peut faire passer un nom comptable en massif ou un nom massif en comptable. Bon, prenons l'exemple de bœuf. Un bœuf, on est d'accord, il n'y a pas de doute, c'est un nom comptable. Je peux dire il y a 10 bœufs dans ce pré, et si je prends un petit morceau du bœuf, ça va être le museau du bœuf, ça va être la patte du bœuf, mais ce n'est pas un bœuf. Donc c'est clair, un bœuf, c'est comptable. Par contre, si je dis je mange du bœuf, au sens de la viande de bœuf, là, bœuf devient massif. C'est-à-dire qu'un petit peu de viande de bœuf, c'est toujours de la viande de bœuf. Et puis, bon, ça va être difficile de dire j'ai mangé 2 bœufs. C'est un peu compliqué. Pour dire de la viande de bœuf, 2 types de viande de bœuf, ça, c'est très difficile à imaginer. Donc là, ce qu'on a dans le cas de bœuf, c'est qu'on a un nom comptable, parce qu'il n'y a pas de doute qu'il y a d'abord le nom comptable. Pour fabriquer de la viande de bœuf, il faut d'abord un vrai bœuf. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Il y a vraiment un ordre quand même ontologique. C'est-à-dire que là, dans la réalité, il y a d'abord l'animal et ensuite la viande. Donc ça marche dans ce sens-là. Mais ce nom comptable, on peut l'employer si j'utilise un article défini ou d'ailleurs un article indéfini. Un bœuf est dans le pré, le bœuf est dans le pré. Je peux très bien utiliser l'un ou l'autre. J'utilise mon nom comptable avec un article indéfini ou avec un article défini, et ça marche. Ça donne un groupe nominal comptable. Mais si j'emploie mon nom comptable avec un article partitif, ça me donne un groupe nominal massif. Donc vous voyez, je distingue le niveau du nom du niveau du groupe nominal. Et vous voyez, pour l'exemple du pain, c'est un peu l'inverse, parce que avant d'avoir du pain, j'ai mangé du pain, d'abord il faut avoir un pain qui a une forme. Donc là, c'est Ah ben non, c'est la même chose, pardon, c'est la même chose. On a d'abord le pain qui est comptable, j'ai acheté un pain, j'ai acheté 2 pains, j'ai acheté 3 pains. On peut dire j'ai mangé du pain, ou alors on prend un pain et, pour manger du pain, il faut avoir pris un pain et le décomposer en morceaux, un peu comme donc le bœuf. Alors maintenant dans l'autre sens, le vin, la bière, laissons pour l'instant le courage, mais dans les noms concrets, le vin, la bière, ce sont des noms massifs au départ. C'est-à-dire qu'un petit peu de vin, c'est toujours du vin. Je ne peux pas dire il y a 2 vins. A priori, comme ça, c'est plus difficile, mais c'est ambigu. Mais je peux quand même dire j'ai bu un vin extraordinaire, j'ai bu 2 vins mémorables, on peut le dire.
Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire un type de vin. J'ai bu une bière, à ce moment-là, c'est le contenant. Ça veut dire une bouteille de bière, ou comment on appelle ça? Pardon, une pinte, oui, voilà, c'est ça. Une pinte de bière. Bon. Mais je peux dire j'ai bu 3 bières, 4 bières, etc. C'est ambigu là, parce que quand on dit j'ai bu 3 bières, ça peut être 3 types de bières, mais ça peut être 3 bouteilles de bière. Mais vous voyez qu'à chaque fois, ça fabrique quelque chose de comptable, parce que si je dis un type de bière, c'est un type par rapport à d'autres. Il y a 3 types de... je sais pas moi, un spécialiste va vous dire il y a 3 grands types de bières, etc. Et puis les bouteilles de bière, on peut les compter. Donc, il y a une transformation de massif en comptable. Et là encore, ontologiquement, ça marche dans ce sens-là. La bière, avant d'être dans une bouteille, il faut qu'elle existe. Hein. Donc, on a le comptable, on a cette fois-ci le massif avant le comptable. On fabrique du comptable à partir du massif. Et pour l'expliquer grammaticalement, on distingue, donc à nouveau, le niveau du nom, le vin, bière, il n'y a pas de doute que c'est massif, mais le groupe nominal est comptable, parce que c'est l'article qui va transformer la perception de l'objet. Bon, et pour le courage, pour les noms abstraits, c'est la même chose. On ne peut pas dire il a fait preuve d'un courage, ou il faut un courage pour faire cela. On est obligé de dire il faut du courage pour faire cela. En revanche, je peux dire un courage extraordinaire, parce que là, du coup, ça a un sous-type de courage. Donc c'est un type de courage, ça devient comptable. Oui. Si on ne peut pas compter, on considère comme un groupe. Mais là, on peut compter au sens où on pourrait dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais que c'est un type de courage, le courage extraordinaire. Donc vous pourriez imaginer un philosophe qui fait une analyse sur le courage et qui dit il y a 2 types de courage. Il y a le courage extraordinaire de la personne totalement, et puis il y a le courage complètement de la personne inconsciente qui va faire n'importe quoi, etc. Donc qui n'est pas admirable. Et puis peut-être un 3e type de courage chez tel philosophe, etc. Donc voilà, lui c'est un courage extraordinaire. C'est un type de courage. Donc il y en a plusieurs types. Hein. Voilà, donc, vous voyez, l'analyse des partitifs, c'est vraiment intéressant parce que, du coup, on peut travailler sémantiquement, on peut transformer les noms de différentes façons. Et là encore, je donne des exemples, mais on peut presque tout transformer. Vous voyez, tout à l'heure, je prenais l'exemple, il y a de la chaise, on ne peut pas le dire, mais si, à la limite, si vous imaginez un grossiste, il va pouvoir dire on a reçu de la chaise cet après-midi. Hein. C'est-à-dire c'est massif, c'est de la chaise presque comme un matériau. Hein. Ou quand on dit de manière familière, ah ça c'est de la bagnole. Hein. Ça c'est de la bagnole. Pourquoi on dit... Alors on pourrait dire ça, c'est bizarre d'ailleurs de dire ça c'est une voiture ou c'est une bagnole. On ne le dirait pas. Mais quand on dit ça c'est de la bagnole, tout d'un coup on ne désigne plus un objet comptable, on désigne une espèce d'entité générale. Donc il y a des jeux très subtils, intéressants avec ces articles, avec alors une double difficulté là, c'est que le du, ici, évidemment, il ne faut pas le confondre avec le du de plus le. Il revient du marché, c'est de plus le. Il mange du bœuf, c'est du, article partitif. Et même chose pour de là. Alors là, c'est un peu plus piégeant encore, si j'ose dire. C'est que quand vous dites j'ai bu de la bière, c'est de là qui est un partitif. Alors que si vous dites il parle de la bière, c'est de plus là. J'ai bu de la bière, c'est un COD. J'ai bu quelque chose. Il n'y a pas de préposition. Mais il parle de la bière, c'est il parle de quelque chose. Donc là, il y a une préposition. Bon, donc là, il y a des petites subtilités où on a une même forme pour deux mots grammaticaux complètement différents. Alors, continuons l'exploration sur les déterminants. Le possessif. Alors, on va voir le possessif et le démonstratif, et on va voir que dans les 2 cas, il y a 2 choses. Le possessif, c'est facile à comprendre. Quand je dis mon chapeau, c'est le chapeau de moi, hein, d'une certaine façon. Parce que le possessif, il inclut
Bon, c'est très mal nommé. Hein. Le possessif, c'est pas la possession, mais, parce que quand on dit, vous voyez, il prend son train tous les matins, c'est pas son train, il ne le possède pas. Hein. J'ai échoué à mon examen, c'est pas bon, hein. Donc la notion de la dénomination de possessif est très trompeuse. Mais ce qu'on aurait dû mettre dans le nom de ce déterminant, c'est le fait qu'il y a la personne à l'intérieur. En fait, c'est un déterminant, parce que mon, c'est le X de moi, ton, c'est le X de toi, son, c'est le X de lui ou d'elle. Donc, chaque déterminant possessif inclut une personne, personne 1, personne 2, personne 3. Et, bon. Donc, on ferait mieux de les appeler des déterminants personnels ou des choses comme ça, hein, plutôt que possessifs. Alors, à partir du moment où on dit que mon chapeau, c'est le chapeau de moi, vous voyez que le déterminant possessif, il inclut une régulation d'extensité avec l'article, plus une régulation d'extension avec le complément du nom. Hein. Il y a une sorte de complément du nom intégré dans l'article, dans le déterminant possessif. Alors, on ne parle plus aujourd'hui en France d'adjectif possessif, hein, on dit vraiment déterminant, ça c'est la terminologie, c'est une vieille, vraiment ça fait très vieillot de dire adjectif possessif. Un dernier mot sur le possessif, il a aussi une dimension anaphorique, le possessif, ça renvoie à quelque chose qui précède. Hein. Quand, je ne sais pas moi, vous parlez de monsieur un tel et sa voiture, ben, c'est la voiture du monsieur dont on a parlé avant. Hein. Donc il y a toujours une dimension anaphorique dans le possessif. Un petit détail sur le fait que leur, qui est un possessif de troisième personne, hein, leur professeur, etc., ça peut être aussi un pronom personnel, attention. Elle leur parle, ça veut dire elle parle à eux, ça n'a rien à voir avec... Donc vous voyez là encore des formes, pour les élèves c'est toujours un peu difficile de voir que le même truc, leur, ça peut être deux choses complètement différentes, un pronom personnel et un déterminant possessif. Mais en principe, si vous voulez, si vous avez un tout petit peu de raisonnement grammatical fondé sur les principes qu'on a adoptés dès le début, vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous savez que leur, si c'est un déterminant, c'est forcément déterminant plus nom. Donc s'il n'y a pas de nom derrière, ça ne peut pas être un déterminant. Hein. Elle leur parle, c'est pas un nom, donc ça ne peut pas marcher quand même. Puis si on avait un groupe nominal, il faudrait qu'il soit sujet, soit COD, soit quelque chose. Ça ne marche pas du tout. Donc on ne peut pas se tromper en principe, hein, dès qu'on a un minimum de sens grammatical. Et puis un tout petit détail aussi, mais ça a une petite subtilité du français. On dit, quand on a un possessif féminin, mais avec un nom qui commence par une voyelle, on ne dit pas ma amie, on dit mon ami, hein. Même au féminin. Donc là, c'est une bizarrerie du français, c'est pour éviter, on dit que c'est pour éviter le hiatus ma amie, mais ce n'est pas une explication très convaincante. Mais enfin, c'est comme ça. Là, c'est des problèmes historiques. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez stable, hein, parce que je n'ai pas l'impression que même dans du français qu'on appelle avancé, on renonce à cette subtilité. Au lieu de ma amie, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre exemple correspondant oui, je ne sais pas moi. Mon idée. Voilà. Personne n'aurait l'idée de dire ma idée. Alors que c'est quand même un décalage du système, quoi. On pourrait très bien dire ma idée. Parce qu'on dit que ça pose un problème de hiatus, mais on dit bien, je ne sais pas moi, si vous avez un nom avec un H, je ne sais pas, mon hibou, par exemple, pour dire un exemple un peu curieux. Je n'ai pas de hibou chez moi, mais bon, c'est ce qui vient à l'esprit. Parce que je cherchais un mot avec un H, bon, donc on dit mon hibou. S'il y a bien une voyelle, on, puis une autre voyelle, i. Hein. Donc l'explication du hiatus, à mon avis, elle n'est pas suffisante, mais c'est très stable. Hein. Vous voyez, c'est curieux parce que... Bref. Ça mériterait des analyses. Peut-être qu'il faudrait voir, hein, dans les forums, sur Internet, etc. Je ne sais pas si les gens respectent ça ou pas.
Alors, le démonstratif maintenant, ben, c'est un peu la même chose que le possessif, c'est-à-dire il y a deux choses dans le démonstratif. Il y a d'une part, par exemple, je ne sais pas, ces arbres, les arbres que je montre là, je viens de le dire, les arbres que je montre, ces arbres. Donc il y a un article plus une caractéristique en plus qui correspond à une régulation d'extension. Hein, et selon la situation, eh bien, on aura un emploi un peu différent. Vous voyez, par exemple, si j'écris « On voit beaucoup de chênes dans les forêts, ces arbres perdent leurs feuilles en hiver ». Donc ces arbres pour parler des chênes qui précèdent. Dans ce cas-là, le démonstratif, ça veut dire, quand je dis ces arbres, ça veut dire les arbres dont je viens de parler. Hein, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anaphore, hein, aussi un emploi anaphorique du démonstratif. Alors que si je dis « regarde ces arbres » en montrant les arbres, là, c'est les arbres qui sont ici, donc c'est une référence qu'on appelle déictique. Alors parfois, le démonstratif annonce, au lieu de rappeler quelque chose qu'il y avait avant, ou quelque chose qui est dans la situation, ça peut annoncer. Hein. Elle prononça ces paroles, deux points, me voilà. Donc ça peut, ces paroles, c'est les paroles qui suivent. Dans ce cas-là, on parle de cataphorique, d'emploi cataphorique. Bon, c'est un peu technique, on n'est pas obligé de... Alors dans les formes du démonstratif, là aussi, il y a des bizarreries. Normalement, il y a ce, cet et c, mais il y a une forme cet, cet, encore une fois, pour, dans le cas d'un nom masculin qui commence par une voyelle. Ça aurait été ce élève. Mais on va bien dire ce héros. Donc, ou ce hibou, pour revenir à mon hibou. Alors ensuite, on a une série d'autres déterminants qui sont... Alors vous voyez là les trois déterminants qu'on a vus. Donc la première classe de déterminants, ce sont les articles, donc avec une subdivision, article défini, indéfini, partitif. Et ensuite déterminant possessif, déterminant démonstratif. Quand vous avez expliqué ces types de déterminants, ça suffit pour comprendre la notion de déterminant. Après, si on veut entrer dans les détails, évidemment, il y a d'autres types de déterminants importants. Importants. Bon, il y a le déterminant numéral. Hein, une. Alors, une, évidemment, on est embêté parce qu'on ne sait pas trop, quand on a l'emploi de un ou de une, si on a affaire à l'article indéfini ou est-ce que ça veut dire un seul. Hein. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un élément du contexte. Si on dit, par exemple, il ne restait plus qu'un élève dans la salle, ça veut vraiment dire un seul. Mais si je dis un élève est entré... c'est un quelconque à ce moment-là, c'est pas force. C'est sûr que c'est un seul, mais bon. Donc il y a vraiment des situations dans lesquelles l'interprétation comme indéfinie ou comme numérale est indiscernable. En revanche, pour les autres, bon, 2, 3, voilà, il y a toutes sortes de déterminants, 72 000, il y a aussi un tiers d'eux, un quart d'eux, enfin je veux dire, tout ça sont des déterminants. Alors, on peut avoir il y a un petit détail intéressant que je n'ai pas noté là, mais qui me revient à l'esprit, des genres de problèmes d'accords qu'on peut avoir, des hésitations d'accords avec les numéros. Quand vous avez des choses du genre une centaine de ou un millier de, est-ce que vous accordez au pluriel ou au singulier? Un millier d'étudiants est venu ou sont venus? Vous voyez? Ben voilà, en principe... Oui. Un millier, enfin, F, c'est une unité, et mi, qui est 1000, c'est l'unité. Eh bien, c'est le problème. En fait, selon le contexte, on ne va pas interpréter de la même façon. Un millier, ça peut juste vouloir dire 1000, hein, donc à ce moment-là, on accorde au pluriel. Mais si vous dites un millier et puis un deuxième millier dans une situation comme ça, là, ça va vraiment être 1. Mais en général, pour un millier, on accordera plutôt au pluriel. Hein. Un millier d'étudiants sont venus, ou étaient présents, étaient AIENT. Ce n'est pas le millier. Il faudrait imaginer des contextes où c'est pertinent, où on puisse dire ce millier. Vous voyez, quand je dis un millier d'étudiants, après je parle de ces étudiants. Donc ça veut dire qu'un millier de, c'est le déterminant, et étudiant, c'est le non-noyau. Il faudrait imaginer
des contextes. Alors prenons 1 million et disons il y a 1 million d'étudiants dans tel endroit. Ce million doit être relativisé parce que le calcul, la statistique est approximative. Bon. Alors là, je parle du million, effectivement. Mais c'est rare, les situations dans lesquelles on va enchaîner sur le nom de nombres. La plupart du temps, les 1 million 2, Là où on est embêté aussi, c'est si vous avez 1 tiers de. Un tiers de, un quart de, alors c'est inférieur à. Mais on est quand même gêné. Hein. Voilà, oui, mais 1 tiers des étudiants, là, il n'y a aucun problème hein, avec ça. Parce que là, vous allez forcément accorder au pluriel. 1 tiers des étudiants sont venus, 1 tiers a protesté. Ah oui, hein, là, on peut aussi 1 tiers des étudiants. Regardez, est-ce que vous allez ensuite dire il a, si vous accordez au singulier, 1 tiers des étudiants a fait. Si vous reprenez avec le pronom il, vous reprenez le tiers. Mais en fait, spontanément, on va reprendre par il au pluriel. Donc ça veut bien dire que ce que vous comprenez, c'est en fait un déterminant et on accorde au pluriel. Il faudrait imaginer des contextes très spécifiques dans lesquels on pourrait enchaîner sur le nom de nombre. S'il y a plusieurs tiers et qu'on dit c'est le premier tiers. Oui, c'est possible. Ou alors prenons avec les douzaines 2, par exemple. Une douzaine 2 est nécessaire pour faire cela, ou une douzaine 2 sont nécessaires pour cette recette. D'accord ? Donc là, hors contexte, les deux sont totalement possibles. Alors est-ce qu'on peut imaginer un contexte qui sélectionne une interprétation parmi l'autre ? Vous avez besoin de 3 douzaines 2 pour cette recette. Une douzaine de servira à faire, je ne sais pas quoi, la pâte. Une deuxième douzaine de servira à faire autre chose. Vous voyez, dans ce cas-là, on parle de la douzaine. Hein. Mais il faut vraiment imaginer des contextes spécifiques. Bref, il y a toutes sortes disons, d'hésitations possibles sur le nombre sur l'accord en nombre. Ensuite, là, ça c'est intéressant, les déterminants indéfinis, qui en général indiquent une quantité, mais qui peut être très variable. C'est-à-dire que ça a une quantité aussi, comme les indéfinis, comme les numéros, mais une quantité approximative. Alors approximative ou nulle. Hein. Donc aucun, pas un, aucun étudiant, aucune étudiante. Bon, là, ça réfère à 0 étudiant. Hein. Bon. Ensuite, vous avez la quantité vague qui peut osciller entre de la quantité vague faible, certains, plusieurs, quelques, et puis la quantité vague plutôt grande. Beaucoup de... mais là aussi, on peut avoir des cas de déterminants qu'on appelle complexes, avec une masse de, une foule de, et on va retrouver les mêmes problèmes d'accord. Vous voyez, si vous dites une foule d'étudiants, est-ce que vous allez dire une foule d'étudiants sont venus ou une foule d'étudiants est venue? Bon, ben là encore, c'est pareil, ça dépend, est-ce que vous parlez des étudiants ou de la foule? Si vous dites une foule d'étudiants a bloqué le boulevard, c'est la foule qui a bloqué. Mais si vous dites une foule d'étudiants sont en désaccord, ça veut dire beaucoup de. Dans ce cas-là, une foule de est déterminant. Si vous dites je me pose une foule de questions, bah là, il n'y a aucune hésitation. C'est forcément une foule de déterminant, parce qu'il n'y a pas de foule
sens propre avec les questions. Donc il y a aussi des problèmes d'accord avec ce cas-là. Mais on va parler de déterminants indéfinis. Et puis vous avez la quantité totale, donc chaque, tout, n'importe quel. Et là, il y a toutes sortes de travaux intéressants sur le fait de savoir... parce que pour dire une totalité, vous avez plein de possibilités en français. Par exemple, vous avez les articles, l'homme est mortel. Hein. L'article défini, générique. Vous avez l'article défini, pluriel, les hommes sont mortels. Vous pouvez dire tout homme est mortel, chaque homme est mortel. N'importe quel homme est mortel, ça sonne un peu mal. Mais vous voyez, tout, chaque, n'importe quel, le, les, tout ça, ce sont des façons de dire la généralité ou la généricité, mais à chaque fois, il y a des contraintes d'emploi différentes. Il y a des cas où on peut dire n'importe lequel parmi les 5 possibilités, il y a 2 ou 3 possibilités qui commutent, mais il y a des cas où il n'y en a qu'une qui est possible et pas d'autre. Par exemple, le chacun, c'est un peu distributif quand même. Il faut distribuer un sujet à chaque étudiant. On ne va pas dire à tout étudiant dans ce cas-là, parce qu'on voit bien qu'il y a un sujet pour chaque étudiant. Bref, donc, il y a des linguistes qui ont travaillé un petit peu sur ces questions-là. C'est la fabrication du générique, et c'est étrange, que je suppose que c'est un peu pareil en espagnol, mais c'est intéressant de voir que les langues ont conceptualisé dans leur grammaire plein de moyens différents de dire des ensembles. Hein, je vous le disais, je crois, la dernière fois, avec l'article défini, il y a une différence entre le et les génériques, hein, où en fait la généricité avec le, par exemple l'enfant aime la liberté, on avait pris ça comme exemple, l'enfant en général, elle est maximale, c'est-à-dire que c'est un bloc générique. Si vous utilisez le pluriel, vous pouvez dire les enfants aiment la liberté, mais pas celui-ci. Donc vous pouvez extraire un élément de l'ensemble constitué. Autrement dit, l'enfant, le générique, c'est une espèce de bloc de totalité, alors que les, c'est plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 5 jusqu'à la totalité. Vous voyez, c'est très abstrait d'avoir conceptualisé ça. Et puis chaque, ça va être encore différent. Ça va être un ensemble avec plein de trucs, mais où on va prendre un par un. Hein, donc avec une espèce de distributivité. Tout, il y a une totalité, mais qui n'est pas tout à fait la même que vous voyez, tout homme est mortel, ça ne produit pas le même effet que l'homme est mortel. Hein, pourquoi ? Parce que sans doute dans tout, il y a un présupposé qu'il n'y a pas dans l'homme est mortel. Bon, bref, c'est juste pour vous signaler qu'il y a toutes sortes de choses intéressantes pour les linguistes sur ce genre de sujet. Et puis ensuite, il y a des cas vraiment, les 2 derniers cas, là, le déterminant interrogatif et le déterminant exclamatif. C'est d'ailleurs quasiment la même forme, hein, lequel, qui marche dans les 2 cas. C'est quand vous avez une interrogation, donc quel livre préfères-tu ? Et puis il y a combien aussi, combien de temps reste-t-il, qui est une forme invariable du déterminant interrogatif. Combien de, d'ailleurs là, j'aurais dû souligner, hein, c'est combien de en fait. Et puis l'exclamatif, quel désastre, etc. Alors, ça nous amène à un petit exercice d'identification des déterminants que je vous propose. Bon, vous allez voir, je pense que ce n'est pas très très difficile. On va faire comme la dernière fois, je vais vous laisser réfléchir, puis on fait la pause un petit peu en même temps. Hein, et après la pause, donc après, je vais vous proposer une correction. Voilà, donc je vous laisse un peu réfléchir. Et on reprend dans une dizaine de minutes. Alors, bien, on va voir ensemble la correction de ce petit exercice. Donc j'ai surligné en rouge là les déterminants. Et bon, je vais dire au fur et à mesure quelles sont les analyses, mais c'est quand même très très facile, il me semble. Hein. Bon, ma vie, déterminant possessif.
Alors attention, je la finirai. Hein, ici, c'est un pronom personnel. Hein, évidemment, je suppose que vous n'avez pas confondu. D, bah, c'est de plus les, c'est l'article défini contracté. Le bureau, article défini. Mon grand-père, déterminant possessif. Une fois l'an, alors, article indéfini, une, article défini. C'est Pierre Levé, donc là c'est un démonstratif, déterminant démonstratif qui renvoie aux livres qui sont avant, c'est une métaphore hein, pour parler des livres, comme des briques. Alors D ici c'est l'article indéfini pluriel, donc c'est pas le même que le précédent, des briques. Les rayons de la bibliothèque, bon pas de difficulté, la prospérité, notre famille déterminant possessif. Mes mains, leur poussière, déterminant possessif. Chaque jour, chaque indéfini. Des cérémonies, ici, c'est l'article indéfini pluriel. Le article défini, bon, mon, ma, c'est, on a affaire à des déterminants possessifs. Ces objets culturels, c'est à nouveau un déterminant démonstratif qui renvoie à ce qui précède, à nouveau les livres. 1000 fois, 1000 c'est l'indéterminant numéral. Un air absent, alors bon évidemment là il n'y a pas l'hypothèse du numéral, hein, c'est l'article indéfini. Le tour, sa table, donc 2 enjambées, on a aussi un numéral ici. Bon, un coup sec, là, on a le du qui est 2 plus le, mais c'était indiqué dans le texte. Pas de difficulté, vous voyez, hein, l'identification, oui. Moi j'ai 2 questions. Ouais. Pour chaque jour à des cérémonies, D c'est pas un partitif? Non, c'est un ensemble de cérémonies. Cérémonie, c'est pas. Comment dire. Bon, en plus, ça n'existe pas le partitif pluriel en réalité. Parce que si vous pouvez mettre du pluriel, c'est forcément du nom massif, enfin du comptable. Vous voyez, le partitif, c'est du et de là. Mais il n'y a pas des. C'est incompatible le concept de partitif et le pluriel, puisque c'est non comptable le partitif. Enfin, je veux dire, puisque le partitif, soit il s'emploie avec des noms massifs, soit il fabrique un groupe nominal massif, donc dans tous les cas, c'est non comptable le résultat. Donc ça peut pas, de toute façon, le D ne peut pas être un partitif. On pourrait hésiter entre le D, on peut hésiter entre l'indéfini pluriel et la forme contractée de l'article défini. Une autre question, vous aviez 2 questions. Après, il faut dire article défini à la place de déterminant défini, c'est ça? Ah oui. Ouais, alors, c'est pas la même chose. Hein. Quand on parle des articles, on dit article. La notion de déterminant défini, elle regroupe en fait, il y a une classification sémantique où on peut opposer les déterminants définis aux déterminants indéfinis. Les déterminants indéfinis, c'est l'article défini, le déterminant possessif et le déterminant démonstratif. Et tous les autres sont des indéfinis. Donc dans les indéfinis, il y a l'article indéfini, le partitif, le numéral, etc. Donc, mais c'est une classification qui est difficile à utiliser, qui est intéressante du point de vue linguistique, mais du point de vue pédagogique, c'est un peu compliqué parce que ça oblige à scinder la classe des articles et à mettre l'article défini dans la catégorie des déterminants définis et l'article indéfini dans la catégorie des déterminants indéfinis. Mais donc du coup, la notion de déterminant indéfini, elle existe, elle s'utilise parce que ça correspond à une classe bien spécifique, hein, chaque, plusieurs, quelques, certains, etc. Mais déterminant indéfini, du coup, ça s'utilise assez peu, sauf si on veut regrouper article défini, déterminant possessif, déterminant démonstratif. Puisque déterminant possessif, déterminant démonstratif, on a bien vu que ça voulait dire le x2 pour le possessif, ou la chose que je montre. Donc, il y a un article défini inclus dans le possessif et démonstratif. Donc, il y a des propriétés particulières. Ça va, pas d'autres questions sur les déterminants? Alors, on passe à l'adjectif. Et on va là boucler assez rapidement une série de classes de mots. Hein. Alors, pour l'adjectif, en général, il indique une qualité, une propriété. Passons,
évident. Les fonctions de l'adjectif, alors on a déjà vu la fonction épithète dans le groupe nominal, la fonction attribut dans le groupe verbal, hein, dans un groupe verbal avec un verbe attributif. Et puis il y a l'adjectif dit apposé, qui est détaché entre des virgules. Cette avocate, virgule remarquable, a gagné le procès. Alors, la notion d'apposition, oui, là je donne des précisions sur le fait que c'est un apport d'informations au support que constitue le groupe nominal. Ce que je veux dire en particulier, donc on ne peut pas dire que c'est vraiment une expansion du nom, hein, mais c'est quelque chose qui s'ajoute au groupe nominal déjà fait. Vous voyez, cette avocate remarquable et exaspérée, c'est une apposition à cette avocate remarquable. Donc l'apposition, elle se rattache au groupe nominal. Ce qu'il y a aussi de particulier avec l'apposition, c'est que par rapport à l'adjectif épithète, c'est que ça ne réduit pas l'extension du nom. Vous voyez, si je dis les hôtesses souriantes accueillent les premiers clients, ou plutôt avec des virgules, hein, les hôtesses souriantes accueillent les premiers clients. Ça, c'est de l'apposition. Souriante va être apposée. Ça veut dire que toutes les hôtesses sont souriantes. Donc souriant ne réduit pas l'extension de hôtesse. Hein. Souriante, l'adjectif, enfin là c'est un participe présent qui fonctionne comme adjectif, est apposé à les hôtesses. Donc c'est bien apposé à l'ensemble du groupe nominal. C'est une expansion du groupe nominal et pas dans le groupe nominal. Mais si je dis sans virgule, les hôtesses souriantes accueillent les premiers clients. C'est un peu bizarre, mais il faudrait imaginer que celles qui ne sont pas souriantes, elles ne font pas l'accueil. Hein, bon. Donc là, ça sélectionne un sous-ensemble. Hein, c'est l'adjectif qui réduit l'extension du nom, l'adjectif épithète. Donc c'est ça la différence entre l'adjectif épithète et l'adjectif en apposition. Et donc ça, c'est une fonction qu'on ajoute à celle qu'on a vue précédemment, la fonction apposition, qu'on va voir aussi sur les subordonnées relatives. Avec les subordonnées relatives, ça joue un rôle important. Eh bien, la différence, c'est qu'il n'y a pas de réduction d'extension avec l'adjectif apposé, alors qu'il y en a une avec l'adjectif épithète. Alors, cette fonction apposition, si on fait un petit point sur la notion, elle concerne l'adjectif, hein, comme on vient de le voir, mais elle peut concerner aussi le nom. Hein. Une femme, virgule, avocate, virgule, lui a téléphoné. Cette femme, virgule, une avocate très connue dans la région, virgule, lui a téléphoné. Donc on peut avoir un groupe nominal apposé à un autre groupe nominal. Et puis il y a la relative, comme je vous le disais il y a un instant, cette femme, virgule, qui est avocate, virgule, lui a téléphoné. Donc ça, c'est une fonction en plus que j'introduis à partir de l'adjectif, mais qu'on aurait pu introduire à partir du groupe nominal aussi bien. Un dernier petit détail, le complément de l'adjectif. Hein, c'est un peu comme le complément du nom, mais avec l'adjectif. Il est fier de son vélo est complément de l'adjectif fier. Donc là, on introduit deux fonctions complémentaires par rapport aux fonctions de base qu'on a vues précédemment. Les pronoms, alors bon, les pronoms, ce qu'on peut dire, bon, d'abord il y a les pronoms personnels, c'est quand même la base du pronom. En général, quand on travaille quand on veut faire comprendre la notion de pronom, on part du pronom personnel. C'est quand même la catégorie la plus importante, c'est le prototype du pronom, hein, le pronom personnel. Alors, ce qui est particulier en français, c'est que c'est un peu une trace de la déclinaison ancienne. C'est que les pronoms, ils varient selon leur fonction. Donc, il y a des pronoms qui sont plus... il y a des pronoms qui marchent avec tout. Hein. Par exemple, nous et vous, ça peut être sujet, COD, COI, etc. Et d'autres qui ne peuvent être que complément d'objet. D'autres qui ne peuvent être que sujet, comme je, tu, il.
Bon, donc il y a des spécialisations des différents pronoms selon les fonctions. Alors l'autre point important, c'est de retenir qu'un pronom, ça ne remplace pas un nom. Parfois ça ne remplace rien du tout. Parce que quand vous dites je fais un cours de grammaire, le je ne remplace pas Philippe Monneret fait un cours de grammaire. C'est un pronom qui renvoie à celui qui est en train de parler. C'est un pronom, ce qu'on appelle déictique. Donc le pronom, il ne remplace rien. Il a un statut grammatical autonome. Je et tu, ça marche comme ça. Le il, c'est différent, parce que le il peut remplacer, peut être anaphorique d'un groupe nominal. Par exemple, si vous dites, pas moi, le professeur a expliqué un truc sur les pronoms, il, évidemment, est anaphorique de le professeur. Mais ce type d'équivalence entre un pronom personnel et un groupe nominal ne fonctionne pas du tout avec je et tu. Donc, non seulement le pronom, ça ne remplace pas un nom, ça remplace un groupe nominal, mais en plus, parfois, ça ne remplace rien d'autre. Alors, on distingue aussi ce qu'on appelle les formes conjointes des formes disjointes. Les formes disjointes, elles peuvent être employées après une préposition. À moi, à toi, à lui. On ne peut pas dire ou à elle. On ne peut pas dire à il ou à je. Vous voyez, c'est ça qui fait la distinction entre les formes disjointes et les formes dites conjointes. Il y a le cas un peu particulier du pronom on, qui peut être employé à la place de nous, mais pas toujours. Il y a des emplois un peu variés du on en français. Un petit mot sur les pronoms adverbiaux, en et i. Alors, en et i, on les appelle des pronoms adverbiaux parce qu'ils ont des fonctions dites adverbiales. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais par exemple, elle en parle, ça veut dire le en, il a quoi comme fonction? Il a comme fonction, c'est oui, de parler, parler de quelque chose. Donc, vous voyez que le en, il inclut une préposition. Elle y pense, elle pense à quelque chose. Donc, le i aussi, il inclut une préposition. Donc, le en et le i, ce sont des pronoms qui incluent une préposition. Un peu comme le o qui intègre a plus le, etc. C'est un peu la même idée. Mais il y a une différence entre les deux. C'est que il y a une variété des prépositions qui peuvent être prises par en qui est peut-être plus grande. Non, alors elle en parle, en c'est vraiment de. Elle y pense, par exemple, elle habite dans la région, elle y habite depuis longtemps. Donc le i peut aussi reprendre quelque chose qui commence par dans. Donc c'est un peu plus ouvert alors que le en est plutôt spécialisé sur une pronominalisation qui inclut la préposition de. Bon. Donc bien sûr, il faut distinguer le en pronom du en préposition. Elle en parle, ça veut dire elle parle de quelque chose. Elle travaille en Espagne, le en, il remplace rien du tout là. Je veux dire, c'est vraiment la préposition qui introduit le complément circonstanciel. Bon, donc là, je rappelle ici le fait qu'il y a des pronoms qui sont des pronoms de l'interlocution, je, tu, nous, vous, ou bien substitut d'un groupe nominal. Voilà ce qu'on peut dire de basique sur les pronoms. Il y a pas, ce sont des mots grammaticaux, il y aurait peut-être d'autres choses. Il y a bien sûr un certain nombre de choses à dire. Ah oui, il y a aussi le pronom réfléchi, ce, où là, on verra si on a le temps de développer un petit peu les différents types de pronoms de verbes réfléchis, parce que c'est comme il se lave, il se douche, il se... Bon. D'ailleurs, c'est vrai que du point de vue orthographique, les jeunes Français ont du mal à distinguer le se, CE du se, SE. Alors, la solution, c'est
c'est de dire que le se, se, il ne marche qu'avec des verbes réfléchis. Le se et se, c'est quand on peut dire il se douche, il se lave, il se rase, etc. S'il n'y a pas un verbe où vous pouvez faire ça, c'est que c'est CE. Ce chat, ce chien. Oui. J'ai vu une grammaire qui parlait de verbes pronominaux, verbes réfléchis. Oui, alors en fait, non, c'est une catégorie en fait. J'aurais dû dire verbes pronominaux, parce que les réfléchis, c'est un sous-type de verbes pronominaux. Dans les verbes pronominaux, vous avez plusieurs sous-catégories, mais ça, on en parlera peut-être quand on parlera des verbes. Il y a les réfléchis qui sont en fait, par exemple, je me douche, je suis la personne qui douche et la personne qui est douchée. C'est vraiment une action qui se fait sur elle-même. En revanche, si vous dites il se lève, c'est pas lui qui se prend pour se lever lui-même, hein, ça ne marche pas de la même façon. Là, vous ne pouvez pas dire qu'il lève quelque chose qui est le se. Donc il y a un fonctionnement différent. Là, ça ne va pas être un réfléchi. Dans les réfléchis, il y a les réfléchis réflexifs, comme se douche, mais il y a les réfléchis réciproques. Par exemple, si je mets il au pluriel s'embrasse, c'est A embrasse B et B embrasse A. Hein, c'est difficile, on pourrait imaginer que chacun embrasse lui-même, mais bon, ce qui est toujours possible. Voilà. Et puis il y a les cas des réfléchis du type les feuilles mortes se ramassent à la pelle, qui sont les réfléchis, là, les verbes pronominaux de sens passif. Hein. Donc à l'intérieur des verbes pronominaux, il y a plusieurs sous-catégories. Mais l'exemple que je donnais là des réfléchis, c'est uniquement les se douche, se lave, etc. C'était parce que je pensais surtout à la distinction CE, SE. Et souvent, quand il y a des problèmes orthographiques, il faut réussir à identifier ce qui est spécifique à une forme, là où une forme s'emploie toujours de la même façon. Et autant le CE s'emploie de façon très variée, parce que ça peut être un déterminant démonstratif, ce chapeau, etc. Mais ça peut être ce qui me bouleverse. Vous voyez, il y a plein d'emplois différents de ce CE. Donc c'est très difficile de donner une caractéristique générale de CE. En revanche, ce SE, là, il n'y a pas de problème, c'est que dans le cas des verbes pronominaux. Donc c'est facile à retenir. Si j'hésite, est-ce que je vérifie si c'est un verbe pronominal? Si ce n'en est pas un, j'écris ce CE. Alors maintenant, justement, on passe au verbe. Alors sur le verbe, il y a d'abord quelques éléments de caractérisation du point de vue purement morphologique. Donc dans une forme verbale, on distingue, vous le savez, le radical et les désinences. Bon, alors parmi les désinences, il y a plusieurs choses. Il y a les marques de temps, de personne. Donc par exemple, si vous prenez AIENT dans « il chantait », on peut dire qu'il y a une marque de temps AI, une marque de personne ENT, hein, qu'on va retrouver dans il chante, etc. Bon, ça, on ne va pas le détailler, je vous le signale juste comme rappel. Ensuite, il y a la question des radicaux des verbes. Hein, mais tout ça, ce sont des connaissances surtout utiles pour les professeurs. C'est-à-dire que vous avez des verbes en français qui sont très simples à conjuguer parce qu'ils se conjuguent sur un seul radical, par exemple chanter, et puis ensuite vous avez des verbes avec 2, 3, 4 radicaux. Donc 2, par exemple, lire, parce que par exemple, le radical est LI dans je lis, tu lis, etc. Mais le radical est LIS dans nous lisons, vous lisez. Hein, puisque là, on a le radical lit plus la marque de personne S, T, il lit. Hein, c'est les mêmes marques de personne, quels que soient les types de verbes, S, T au présent. Et puis ONS, EZ, mais ça veut dire que pour appliquer ONS, EZ, vous changez de radical. Vous avez li au début, enfin dans les premières personnes, et LIS. Pour 3 radicaux, vous avez V dans je, pour vivre, V dans je vis, tu vis, le radical vive, VIV dans je vivais, tu vivais, et puis le radical VEC au passé simple, je vécu, tu vécu. Donc vous voyez, bon, on peut... donc quand on travaille la conjugaison des verbes, il faut quand même commencer avec les verbes qui ont un seul radical. Hein. Parce que si on veut faire mémoriser les désinences,
c'est pas la peine de compliquer les choses avec le radical. Donc on travaille d'abord avec des verbes qui ont un seul radical, puis ensuite on ajoute les verbes, les autres. Alors évidemment, il y a des verbes très fréquents, comme être, avoir, aller, etc., qui requièrent un apprentissage spécifique parce que ce sont des formes... Alors là, il y a beaucoup de radicaux différents. Enfin, pour aller, il n'y en a que 3 d'ailleurs, mais... oui, c'est... mais dans être et avoir, il y en a beaucoup plus. Alors ensuite, il y a la question des groupes de verbes. Alors ça, je voulais indiquer parce que c'est la répartition traditionnelle, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est la distinction entre le premier groupe et tout le reste. Parce que deuxième, troisième groupe, le deuxième groupe, si vous voulez, on a isolé un type de verbe en IR en raison du fait que le participe présent est un peu différent. Mais du point de vue linguistique, la seule opposition valable, c'est entre le premier groupe d'une part et deuxième, troisième groupe d'autre part. Parce que le premier groupe, en fait, les verbes du premier groupe, c'est les seuls qui sont encore très vivants. C'est-à-dire quand vous voyez, j'ai mis liker, tweeter, en fait, quand on crée des verbes nouveaux, on les crée toujours du premier groupe. Alors, je me souviens d'un collègue qui est décédé maintenant malheureusement, mais qui disait « Oh, c'est pas vrai, parce que si un jour on allait sur Mars, on ne dirait pas amarcer, mais on dirait amarcir, comme on a à l'unir, atterrir. » Bon, peut-être que c'est une préoccupation d'Elon Musk d'ailleurs, mais enfin quoique le français Elon Musk, à mon avis, il s'en fiche un petit peu. Mais en tout cas, ce n'est pas un contre-exemple suffisamment puissant pour contester cette idée que les verbes du premier groupe sont vraiment à part et sont vraiment vivants. Hein, attention, le verbe aller n'est pas un verbe du premier groupe. Hein. Bon, voilà quelques exemples hein, des verbes. Premier groupe, c'est des verbes de différents groupes. Alors maintenant, sur les modes et les temps, pareil, un petit rappel rapide. Hein. Voilà comment on peut classer les choses pour que ce soit simple. Il y a d'abord des modes qu'on va dire non personnels et ensuite qui sont non temporels. Alors ça suppose quand même d'avoir une conception du temps qui est un peu spécifique parce que je veux dire, souvent quand on parle des verbes, et alors là c'est plus tellement la question de la conjugaison, c'est plus le sens des verbes. Temps, mode, etc. En général, les profs ne savent pas ce que ça signifie. Et c'est normal parce que c'est compliqué. On peut admettre, et là je me fonde sur un consensus relativement large, mais qui vient des travaux quand même au départ de Gustave Guillaume, l'idée que le temps, c'est d'abord le temps des époques, c'est-à-dire passé, présent, futur. Et un verbe, une forme verbale, soit elle inscrit le procès dans le temps des époques, soit elle ne le fait pas. Si elle le fait, par exemple si je dis hier je me promenais, c'est le passé. Demain je me promènerai, c'est l'époque future. Dans ce cas-là, j'ai du temps qui est exprimé parce que c'est le temps des époques. Bien. Donc, ça marche uniquement à l'indicatif, en fait. Parce que partout ailleurs, il n'y a pas d'époque. En fait, ce n'est pas des temps. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de notion de temps. Quand j'utilise un infinitif, par exemple, quand je dis frapper avant d'entrer, ça ne veut pas dire maintenant, ça veut dire n'importe quand avant, n'importe quand après. C'est totalement. Avec l'infinitif, je n'ai pas de subdivision du temps. Donc ce n'est pas une forme temporelle. Quand je dis je souhaite qu'il parte, qu'il parte, c'est un souhait. Je veux dire, peut-être que ça va se réaliser dans le futur, mais je ne dis pas il partira. C'est même pas dans le futur. Donc c'est pas du temps. Hein. C'est pas du temps. C'est autre chose. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de mode non temporel pour les modes non personnels et le subjonctif et l'impératif. Bon.
Alors là, en plus, à l'infinitif, au participe présent, participe passé, on n'a même pas de je, tu, il, hein, donc c'est pour ça qu'on parle de mode non personnel. Donc c'est une première, en combinant l'opposition entre mode personnel et mode non personnel, mode temporel et mode non temporel, on arrive à classer les modes personnels infinitif, participe présent, participe passé, les modes personnels d'un côté non temporel avec surtout le subjonctif, bon l'impératif c'est un peu à part, mais laissons tomber si on veut, et mode temporel l'indicatif. Donc l'indicatif est vraiment à part et ça c'est important de le remarquer. Un petit détail, vous voyez que j'ai noté là dans cette remarque, souvent on entend dire que l'infinitif c'est le verbe non conjugué. Hein, quand on dit on considère que l'infinitif est la forme non conjuguée du verbe. Donc c'est un peu maladroit parce qu'en réalité, ça fait partie des conjugaisons du verbe. La conjugaison, c'est la morphologie, c'est l'ensemble des formes possibles du verbe. Donc c'est pas qu'il n'est pas conjugué, c'est une forme non personnelle hein, du verbe. C'est pas qu'elle est non conjuguée. Voilà. Bon. Alors, ça c'est pour les modes. Donc j'ai expliqué un peu les temps, mais je n'ai pas expliqué le mode. Hein. Bon, donc pourquoi on parle de mode ici? En fait, justement, chez Guillaume, on a cette idée assez claire qu'un mode, c'est en fait un type de représentation du temps. Parce que quand on dit passé, présent, futur, on a l'impression que c'est une évidence et que c'est une espèce de réalité, mais en fait, c'est une représentation mentale du temps. D'ailleurs, c'est une représentation souvent qui utilise l'espace, hein, c'est ce qu'on appelle la spatialisation du temps. Le temps, c'est trop abstrait pour qu'on se le représente en tant que tel, donc on se le représente sous forme d'une ligne ou d'un... Bon. Donc une ligne avec, devant il y a le futur, à l'arrière il y a le passé, puis au milieu il y a le présent. Mais ça, c'est une certaine représentation du temps. Et Guillaume considère que c'est une représentation, c'est le résultat d'un processus de construction de la représentation du temps. Donc autrement dit, il faut imaginer qu'il y a un processus de construction de la représentation du temps, donc le temps peut se représenter de différentes façons, et puis ce processus, en fait, la distinction passé, présent, futur, c'est l'aboutissement du processus. Là, on a entièrement distingué les trois époques. Mais dans les états antérieurs, on n'a pas distingué. C'est-à-dire, dans le premier état, infinitif, participe présent, participe passé, là, il n'y a aucune époque. C'est vraiment tout mélangé. Il n'y a pas de, comme je vous le disais tout à l'heure, frapper avant d'entrer. C'est une conception totalement indivise du temps. Il n'y a pas de division du tout, ni passé, ni présent, ni futur. Avec le mode temporel, avec le subjonctif, le fait qu'il y ait la personne, qu'il y ait une espèce d'ancrage et tout, il commence à y avoir une vague représentation du temps, mais pas encore les époques. Et c'est qu'à l'indicatif, que la représentation claire des trois époques est achevée. Donc autrement dit, ces trois modes sont trois étapes en fait, d'un processus de représentation du temps. Il y a une représentation du temps très très archi-approximative, totalement indifférenciée dans le mode numéro 1, non personnel, non temporel. Une représentation du temps un peu intermédiaire, mais on n'a pas encore les époques au subjonctif, et une représentation du temps achevée complète à l'indicatif. Hein. Donc là, on comprend ce que c'est qu'un mode. C'est un type de représentation du temps. Bon. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas le mode conditionnel là-dedans, parce que le conditionnel, ce n'est pas un mode, c'est un temps de l'indicatif. Hein. Oui, je vous en avais parlé d'ailleurs déjà. Donc, à l'indicatif, on a des temps simples. Alors, temps simple, temps composé, ça aussi, il faudrait en parler. Ça fait intervenir un troisième aspect, troisième notion qui est l'aspect. On a le temps, le mode, l'aspect pour les verbes. Alors l'aspect, c'est encore autre chose. C'est en fait la durée interne du procès. Quand vous dites « je marche », certes, vous pouvez dire « je marche » dans le présent, « je marchais » dans le passé, « je marcherai » dans le futur, mais la marche elle-même, elle commence à un moment, elle continue, elle s'arrête. Hein. Donc il y a une durée interne de l'action qui peut être plus ou moins grande, plus ou moins petite, et c'est comme ça qu'on distingue les verbes perfectifs, imperfectifs, etc. D'accord. Donc ça, c'est l'aspect, c'est la durée interne du verbe. Donc, comme ça, temps, mode, aspect, on comprend mieux. Et les temps composés,
c'est la même chose que les temps simples, simplement avec un aspect accompli. Par exemple, le passé composé, c'est l'accompli du présent, son temps de base. C'est que je mange, j'ai mangé, c'est l'actuel est accompli. Et chaque temps composé, vous le savez, il est basé sur un des temps simples. Le passé composé, c'est avec l'auxiliaire au présent. Le plus que parfait, j'avais mangé avec l'auxiliaire à l'imparfait. Le passé antérieur, j'eus mangé, c'est avec le passé simple comme pour l'auxiliaire. Et le futur antérieur avec le futur comme auxiliaire, j'aurais mangé à i. Le conditionnel passé, j'aurais mangé à yes, avec l'auxiliaire au conditionnel présent. Bon, je rappelle donc que le conditionnel est un temps de l'indicatif et pas un mode. Et voilà, ça vous donne pour l'indicatif un tableau assez simple avec d'un côté les temps simples, de l'autre côté les temps composés. Et puis au subjonctif, on a aussi des temps simples et des temps composés. Qui dit pas... Alors quand on parle de présent et d'imparfait, vous voyez, au subjonctif, c'est totalement trompeur. Il n'y a pas de temps, en fait. C'est ni présent, ni passé, rien du tout. Ça n'a rien à voir. C'est juste les termes hérités de la tradition grammaticale qui nous obligent à dire présent ou imparfait du subjonctif, mais ça n'a absolument rien à voir avec le passé. Alors, un dernier point qui n'apparaît pas là dans les diapositives, c'est que les temps de l'indicatif ne sont pas toujours employés dans leur valeur temporelle. Ils ont une valeur de base temporelle. Quand je dis je marchais, enfin, je veux dire, l'imparfait, sa valeur de base, c'est quand même d'inscrire le procès dans le passé, le futur, c'est de l'inscrire dans le futur, etc. Mais il y a des tas d'emplois dans lesquels les verbes à l'indicatif n'ont pas une valeur temporelle. Ils ont une valeur modale à ce moment-là, ce qu'on appelle une valeur modale. Par exemple, si vous dites si j'étais riche, ben, c'est pas dans le passé. Pourtant, on emploie l'imparfait. Donc, ça, c'est l'emploi modal de l'imparfait. D'accord ? Et il y a ça pour d'autres, aussi pour le présent, etc. Bon, là, on pourrait... Là, vraiment, tout le sujet de la sémantique des temps du verbe, toutes les nuances de sens qu'on peut obtenir avec un verbe conjugué à tel ou tel temps, ça, c'est vraiment un champ de recherche immense. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, et c'est très complexe, c'est très subtil parfois. Mais c'est intéressant. Alors, passons à l'adverbe. Je vais voir si j'ai le temps de finir. L'adverbe, bon, bah, écoutez, le plus intéressant dans l'adverbe, c'est de remarquer qu'il peut être le complément de toutes sortes d'autres éléments linguistiques. Donc, l'adverbe, il peut être le complément d'un verbe. Elle agit fermement. Fermement est un adverbe, complément du verbe agir. Ça peut être complément d'un adjectif, une écriture peu lisible. Peu est complément de l'adjectif lisible. Ça peut être le complément d'un autre adverbe. Elle travaille sérieusement, donc là on a très qui est complément de sérieusement, et très sérieusement, qui est un groupe adverbial à ce moment-là, complément de travail. Ou alors à une phrase, aujourd'hui, c'est un complément circonstanciel. Dans ce cas-là, c'est un adverbe complément circonstanciel. Dans aujourd'hui, je travaille. Alors, ça, c'est le point le plus intéressant du point de vue de la syntaxe, des adverbes. Ensuite, du point de vue du sens, bon, bah, il y a des adverbes plutôt lexicaux, les adverbes en ment, mais il y a aussi des adverbes qui ont un sens plutôt grammatical, comme un adverbe d'intensité, comme si, si grande, ou les adverbes de négation aussi. C'est très hétéroclite, la classe des adverbes. Ça, si vous voulez, entre un adverbe comme rapidement et puis l'adverbe de négation, bon, bah, à part que l'adverbe de négation, enfin que les deux peuvent s'appliquer à un verbe, il n'y a quand même pas beaucoup de points communs. Puis d'ailleurs, on ne dira jamais que la négation elle est complément de quelque chose. Vous voyez, on va dire que c'est une négation qui porte sur tel élément. Mais bon. D'ailleurs, dans la tradition grammaticale, on ne donne pas trop la fonction des adverbes. Ça, on l'a mis dans la terminologie que vous avez, la terminologie de référence.
on l'a vraiment indiqué que tel adverbe peut être complément d'un adjectif, parce que ça se rapporte à l'adjectif, un complément du verbe, complément d'un autre adverbe, etc. Donc on peut le dire très clairement. Mais ça reste totalement dans le flou dans les traditions grammaticales. Je ne sais pas si en espagnol c'est pareil, mais vous me direz ça. Ensuite, sur les prépositions. Alors, les prépositions, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tellement, encore une fois, du point de vue de la grammaire élémentaire, c'est pas tellement la préposition en elle-même, hein, c'est plutôt le groupe nominal prépositionnel, la structure préposition plus groupe nominal. Et là encore, ce qui va être intéressant, c'est de savoir à quoi ce groupe nominal prépositionnel est incident, de quoi il est complément. Alors, vous pouvez avoir un groupe nominal prépositionnel complément du nom, hein, par exemple la voiture de mes parents. Vous pouvez avoir un groupe nominal prépositionnel complément d'objet indirect. Elle parle de ses vacances, elle va à Paris, elle va à l'école. Vous pouvez avoir un groupe nominal prépositionnel complément circonstanciel, par exemple à l'école on apprend à lire, ou alors complément de l'adjectif. On l'a vu tout à l'heure, il est fier de son vélo. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de fonctions différentes pour le groupe nominal prépositionnel. Et puis, les fonctions les plus fréquentes, les prépositions les plus fréquentes sont c'est évidemment de et à, qui sont vraiment les prépositions de base du français. Et puis après, à, dans, etc. Donc alors après, il y a tout un travail intéressant de sémantique des prépositions qui s'intéresse à l'extension. Vous voyez par exemple sur, il y a un emploi qui a commencé à se développer, on peut dire elle travaille sur Paris, vous voyez, ça se dit en français, alors que ça s'est construit hein, à un moment donné, et c'est assez, il y a des travaux qui essaient de montrer la polysémie de ces prépositions. On peut les employer dans beaucoup de situations, mais très variées, hein, plus ou moins concrètes, plus ou moins abstraites. Par exemple, je ne sais pas, entre le sens très concret de l'ordinateur est sur la table, et puis il travaille sur la grammaire du français. Vous voyez, il y a un point commun, il y a une polysémie, mais c'est difficile à expliquer. Alors sur ce sujet, il y a un des premiers qui a fait un travail un peu approfondi, disons dans la perspective contemporaine, c'est George Lakoff sur l'anglais. Il y a un article très célèbre sur la préposition over en anglais de George Lakoff. Bon, si on avait le temps, on pourrait en parler, mais ça, c'est plus de la linguistique vraiment que de la grammaire française. Un petit mot sur les conjonctions. Alors, là aussi, il y a une... comment dire ? On a respecté dans la terminologie la tradition grammaticale qui consiste à distinguer conjonction de coordination, conjonction de subordination. Mais en fait, on n'aurait pas dû, d'ailleurs je regrette un peu, en réalité, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, parler de conjonction dans les deux cas, c'est complètement absurde en fait. On devrait dire, il y a la conjonction de coordination, d'accord, et puis d'un autre côté, on pourrait dire les subordonnants, par exemple. Ça aurait été plus intéressant. Mais bon, on n'a pas voulu là, choquer trop les habitudes. Là-dessus, j'aimerais bien savoir la position de la grammaire scolaire espagnole. Est-ce que vous faites une distinction du même genre entre les conjonctions de subordination, c'est-à-dire quand, que, etc., pour fabriquer les subordonnés, et puis les conjonctions... Pareil, c'est la même chose. Il y a le même mot conjonction pour les deux. Donc, voilà. Bon, il faudrait voir. Ça se trouve, ça vient de la grammaire latine. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. Mais c'est trompeur. Hein. Alors, la raison, c'est quand même que dans les deux cas, ça peut relier des propositions. Hein, on l'a vu entre la subordination, ça fabrique des phrases complexes. Mais il y a quand même des tas d'emplois des coordinations, par exemple, mais, ou, et, etc., qui ne concernent pas les prépositions, les propositions, pardon. Hein, si je dis Pierre et Paul vont à la fête,
le « et » y relie Pierre et Paul, et donc ça n'a absolument aucun rapport avec la question de la proposition. Bon, donc là, il faut quand même avoir à l'esprit que ce sont des choses très très différentes. On a enlevé le donc là de la liste, vous avez peut-être appris ça, mais où est donc Ornicard? Parce que le donc en réalité, c'est vraiment, il a des emplois de conjonction de coordination, mais beaucoup d'autres qui sont des emplois adverbiaux. Donc il est préférable de le considérer comme un adverbe qui de temps en temps peut être employé comme conjonction de coordination. Par exemple, si vous dites mais où est-il donc? Où donc a-t-il mis les clés? Bon, le donc n'a absolument aucun lien avec la notion de coordination. Hein. Par contre, avec et ou, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Donc, les conjonctions de coordination, ça introduit les subordonnées, mais seulement un certain type de subordonnées, enfin 2 types, hein, les complétives et les circonstancielles. On ne parle pas de conjonction de subordination pour les pronoms relatifs. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler des pronoms relatifs tout à l'heure quand j'ai parlé des pronoms. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Oui, parce qu'on n'a parlé que des pronoms personnels ici. Mais bon, comme on va parler des relatifs plus tard, parce qu'il y a évidemment les pronoms relatifs. Mais les pronoms relatifs, on y reviendra. Encore une fois, ce sont des mots qui sont mixtes. Les pronoms relatifs, ils associent une valeur conjonction, comme une conjonction de subordination, mais c'est en même temps un pronom. Donc, ce sont 2 choses. Enfin, le pronom relatif est 2 choses en même temps. Et voilà, donc je m'arrête sur cet exercice. Si vous voulez, vous pourrez prendre le temps de le faire pour dans 15 jours, donc le prochain cours, et puis je vous donnerai directement la... Ou alors ce que je fais, non, je vous donnerai la correction, parce que du coup, après, il nous restera les subordonnées. Hein. Donc, je vous donnerai un exercice d'application sur la nature des mots, puisque en fait, là, on a terminé la nature des mots, des groupes de mots. Vous voyez, je veux dire, pourquoi je suis allé vite comme ça? Parce que je me doute que identifier un pronom, il, elle, ça ne va pas vous poser de problème. C'est beaucoup moins compliqué que identifier des fonctions, etc. Hein. Donc, on peut aller vite. Et là, juste pour vérifier, j'ai souligné, je ne sais plus combien, une vingtaine de mots où il faut dire à quelle catégorie ça appartient. Quelle est la nature? Uniquement la nature, là. Hein. Et donc, je vous mettrai dans le PowerPoint, je vous mettrai le corrigé. Et comme ça, vous pourrez le faire chez vous, vérifier le corrigé. Si vous avez des questions, vous me les poserez. Donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, vous faites le contrôle continu. Alors, dites bien aux autres qui ne sont pas là, mais je le dis pour l'enregistrement, mais je crois l'avoir déjà dit la semaine d'avant, il faut vraiment être présent ou avoir soit une attestation médicale, soit une dispense d'assiduité, parce que sinon, vous avez 0. Hein. Donc, si jamais vous avez un problème grave qui fait que vous ne pouvez pas venir, vous me prévenez. Et puis, je rassemblerai les quelques personnes qui ont eu un problème et puis on fera un examen un peu à part à un autre moment. Mais ça complique quand même beaucoup les choses. Donc, il vaut mieux être là et faire les choses dans les règles. Pas de questions? Oui, allez-y. Une question à propos du vocabulaire dans l'examen. Si jamais il y a un mot dans les textes que je ne comprends pas, mais parce que c'est un peu compliqué ce que je connais, est-ce que je peux demander Ouais, demander le sens du mot, oui, vous pouvez. On n'autorise pas les dictionnaires parce que sinon, c'est trop facile. Mais oui, je préviendrai ma collègue d'accepter de répondre. Oui, c'est vrai. En général, ce que je fais, moi, c'est quand je distribue le sujet, avant que les gens commencent, je demande s'il y a des mots qu'on ne comprenne pas. Et je lui dirai de faire la même chose. Hein. Je vous en prie. Ça va? Pas d'autres questions? Bon, très bien. Alors, à bientôt.